Et voici donc quelques morceaux en acoustique pour Floraison. Et celle-ci s'appelle Volcan. Sous la nuit noire, je t'entends, les viscères lourdes et tremblantes, ta chair charbonneuse et luisante. Volcan, à d'autres on te dit démon, rôti par la folie, la chaleur latente. Tu cuis la terre pour la rendre vivante. Tu cuis la terre pour la rendre vivante. Volcan. Volcan. J'entends au loin ton chant comme la locomotive hurlante. Comment t'apaiser dans ta chute blanche? De ta cheminée s'échappe l'âne accumulé de n'être jamais à sa place. Mais te verrais-tu jucher au sommet des monts de glace? Volcan, sous la nuit noire je t'attends, l'odeur du soufre, des braises fumantes me semble après tout réconfortante. Me semble après tout aimante. Me semble après tout vivante. Volcan. Volcan. Bonjour, bienvenue dans le podcast Floraison. Aujourd'hui, j'accueille une artiste, Natacha, du groupe lyonnais Tashka. Bonjour Natacha. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content qu'on puisse discuter ensemble et ça va être bien, à mon avis. Oui, j'en suis sûre aussi. Donc aujourd'hui, pas de manuel de résistance ni de guide anti-répression, mais une discussion avec une chanteuse et instrumentiste. En tout cas, je me suis dit que ce serait intéressant d'accueillir des artistes sur Floraison, à condition évidemment qu'on reste toujours dans une perspective de résistance libertaire et écologiste. Natacha, je propose qu'on fasse connaissance. Eh ben go, allez. Alors tout doucement, il y a des questions rapides, réponses rapides. Ça marche. Où est-ce que tu as grandi ? Alors j'ai grandi dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais, dans un petit village de 800 habitants. Voilà, pas beaucoup de voisins. Et puis voilà, jusqu'à mes 18 ans. Et c'est depuis mes 18 ans, donc ça commence à faire 10 ans, un peu plus, que je vis sur Lyon, du coup. Qu'est-ce que tu as étudié ? J'ai étudié l'anglais. Et c'est quelque chose qui a pris une grande place dans ma vie. Ça a toujours été un peu
Oui, j'imagine le combat entre la rationalité de vouloir étudier quelque chose, enfin un vrai métier, l'anglais entre guillemets, enfin un vrai métier, on s'entend, hein, Alors, un métier plus sécurisant, on va dire, et puis et la musique, et c'est ce pourquoi je viens aujourd'hui aussi pour en parler de je pense ce choix qui est pas toujours évident à faire et qui aujourd'hui, pour moi en fait, me pousse aujourd'hui à choisir vraiment la musique et à pas continuer l'anglais, pour le coup. Alors du coup, en musique, de quel instrument est-ce que tu joues ? Alors je fais du piano, de la guitare, du ukulélé, et je chante aussi, c'est mon instrument principal. Je compose et j'écris. Tu fais un petit peu tout. Et c'est quoi ton préféré ? Je crois que c'est le piano. Même si c'est pas forcément l'instrument avec lequel j'ai la relation la plus apaisée, parce que... Qu'est-ce qui t'a fait ? Comment ? Qu'est-ce qui t'a fait ? Non, mais parce que faire du piano, ça demande de la rigueur et j'en ai pas toujours beaucoup. Donc c'est dans le sens où j'aime être transportée par mes chansons aussi, et que pour vraiment me concentrer sur le chant, j'ai besoin de pouvoir me détacher assez du piano, et pour l'instant, je trouve que c'est un instrument qui est assez exigeant pour arriver en fait à la fois être transporté avec l'instrument qu'on a entre les doigts et la voix. Mais en tout cas, bon, je doute pas qu'on arrivera à s'entendre à un moment avec ce satané piano. Et dans le groupe Tashka, tu me dis que tu aimais beaucoup les basses. Oui. Les basses, ça revient à, je sais pas, à ce qu'on a dans les tripes, je crois. C'est peut-être ça. Ça me permet de revenir, je sais pas, peut-être à me recentrer sur moi-même, quoi, comme un espèce de home, un peu. Et donc dans le groupe Tashka, on est 3. Donc je suis aussi accompagnée d'Agnès qui joue de la clarinette si bémol et basse, et Romain qui fait de la contrebasse. C'est très bas. C'est très bas, c'est un choix. Et oui, effectivement, on retrouve, ça va un peu dézinguer des basses sur le prochain album qu'on sortira l'année prochaine. Et du coup, depuis combien de temps le groupe existe et qu'est-ce qui t'a permis de vivre de mémorable ? Ça fait 6 ans que j'ai commencé en solo, et ça fait 3 ans, un petit peu plus de 3 ans qu'on est en groupe avec Agnès et Romain. Et ce qui m'a permis de vivre de mémorable, je ne saurais pas dire vraiment un instant précis, mais par contre, c'est vrai que dans la relation dans le groupe, ce que je vis avec Agnès et Romain, c'est très fort. C'est des gens qui ont réussi en fait à aussi me comprendre musicalement, et puis qui sont aussi vachement, ont un peu accepté de parler mon langage musical quelque part, parce que voilà, je parlais de rigueur tout à l'heure, mais moi j'ai une formation musicale qui est un petit peu en dents de scie, donc une manière assez intuitive de faire de la musique, et de trouver des personnes qui en fait ont pas peur de ça, d'aller là où je les invite à aller, en fait c'est un énorme cadeau, quoi. Et je me sens très chanceuse en fait d'être avec eux aussi aujourd'hui, parce que une équipe complice. C'est une équipe complice, ouais. C'est ça qu'il faut, hein. Donc récemment, vous avez lancé un appel à contribution. Réussi, bravo. Oui, merci. Donc pour financer ton deuxième album. Ouais. Est-ce qu'il a un nom ? Et il n'a pas de nom pour l'instant, non. Je me suis dit que ça serait bien que je commence à y réfléchir, et en même temps, à chaque fois que je me dis, si je dois vraiment me poser à une table et y réfléchir, c'est que c'est pas le moment. C'est qu'il y a pas, c'est pas. Pour le premier, c'était venu de manière assez intuitive, et je pense que, étant donné que ça va être un album qui est très très hétérogène, vraiment, il y a beaucoup d'influences différentes, et du coup, je pense que le nom sera pas anodin non plus, et j'ai bien envie de me laisser un peu le temps de réfléchir. Tu prends ton temps. Ouais.
Alors, le financement participatif, ici on connaît, moi je connais. Oui. Du coup, ouais, j'ai ici un groupe de musique et puis l'école du Chat Noir. Et même d'ailleurs Floraison qui maintenant a un Tipeee, donc voilà, tout ça fonctionne par le don. Tu as récolté 4 000 €, à peine plus. Hein, oui, ouais. Ok. Donc 4 126. 4 126 €. Donc c'est beaucoup et en même temps c'est rien du tout en fait par rapport au budget de l'industrie du disque, de la marchandise musique, qui écrase tout pour produire de la merde. Ouais, c'est un avis que je soutiens en secret. Alors, on connaît la misère de l'autoproduction, les prises de risques et en même temps la sensation de liberté, toute relative cependant compte tenu des contraintes marchandes. Ça va, tu le vis bien? Est-ce que t'as quitté ton boulot pour vivre de la musique, c'est ça? Oui, ça va? C'est récent. Ça me va, j'ai pas encore beaucoup pu me confronter entre guillemets à la réalité de ça, c'est-à-dire en fait de vivre exclusivement de la musique, et je sais déjà que ça va pas forcément être très facile. Après, le fait en tout cas de faire un financement participatif et de pas chercher de sponsor entre guillemets à un moment où ça aurait pu peut-être être judicieux d'en chercher d'un point de vue stratégique et commercial. C'est un choix parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'album il est hétérogène, il a pas un format standard entre guillemets en termes de direction artistique. On peut aussi bien se retrouver avec de la musique qui s'apparente à de la musique de chambre, à des musiques qui font presque un chœur d'église, et après à un morceau qui fait plus rock et avec de la grosse basse. Donc il y a un moment en fait, c'est pour moi en fait ce qui m'importe le plus dans la musique, c'est en tout cas avec ce projet-là, c'est de faire quelque chose qui en fait où je peux en fait être libre de ce que je dis et libre de la manière dont j'ai envie de le mettre en musique aussi. Et ça, du coup, c'est pas possible quand on considère ça comme un produit? Je sais pas, j'ai jamais en fait bossé avec. J'ai jamais bossé personnellement avec des labels. Après, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont bossé avec des labels et qui m'ont raconté ce que c'était de l'intérieur. Et moi, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me dit de mettre des lignes de basse sur tous mes morceaux pour rendre ça plus dansant en fait. C'est un moment. Même si j'aime bien les basses, mais voilà. Et puis honnêtement. La musique, je trouve ça tellement sensible que la moindre chose, le moindre petit ajout, même s'il paraît complètement insignifiant, en fait, ça développe une identité et un sentiment. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est dans ma musique, c'est aussi de transmettre un sentiment que j'ai eu à un moment dans ma vie et d'arriver à le communiquer. Et s'il y a d'autres personnes que moi ou Agnès et Romain qui s'en mêlent, ça me convient pas, ça brouille le message en fait. Je pense qu'il y a deux manières de transmettre un message, et pour moi c'est important dans tous les morceaux que je fais d'avoir une cohérence entre le texte et la musique. Après c'est important pour moi aussi que si le texte est pas accessible, par exemple si c'est un texte en anglais et que j'ai un public francophone exclusivement devant moi, c'est important que le public puisse aussi s'y retrouver musicalement et avoir en fait une perception de ce que j'ai envie de dire. D'où l'importance que les deux en fait soient extrêmement proches. Et donc je pense que en fait on peut comprendre un texte, une chanson de deux manières différentes. Si on a accès au sens du texte et la musique, on aura une interprétation, mais si on ne comprend pas le texte, on aura une autre, avec peut-être ce qui est raconté un petit peu avant ou après le morceau. Mais pour moi, elle n'a pas moins de valeur, en fait, cet accès au sens, il n'a pas moins de valeur s'il est uniquement fait par la musique. Du coup, c'est le grand saut dans le vide, là ? Ouais. Je peux te le dire, mais ça fait un petit moment que je suis dans le vide. C'est vraiment une souffrance... de devoir en faire un produit en fait. Ouais. C'est toujours un compromis, on en souffre vraiment, en tant que musicien, mais en tant que évidemment toute autre activité, le fait de la vendre et les contraintes marchandes des capitalistes qui vont avec, c'est une horreur quoi, c'est une vraie mutilation. Est-ce que tu arrives à trouver du sens malgré tout, dans le fait de partager du coup ce que tu fais dans l'art ?
Oui, mais c'est en permanence des compromis avec un système mortifère. Et alors à Lyon, puisqu'on est à Lyon, on voit qu'il y a, enfin même dans toute la France en fait, il y a moins en moins de budget consacré à une politique culturelle et du coup tout l'argent va dans des festivals rentables avec des artistes rentables. À Lyon, on a les Nuits de Fourvière, on a les Nuits Sonores, Oui. Puis, on a la Fête des Lumières, ça ne s'arrange pas sur la région. on a la Smart Auvergne. City, ouais, on a tout ce qu'il faut, mais Voilà. voilà, il n'y a pas de scène locale. Enfin, en tout cas, c'est vraiment compliqué et c'est compliqué de voyager aussi en France puisque les péages coûtent cher. Enfin, c'est un peu désespérant, mais en tout cas, ouais, je t'encourage et on est là pour ça, pour se soutenir les uns les autres. On va aller dans des émotions un peu plus noires. Je propose qu'on passe au plat de résistance. Oui. Justement. Alors, j'avoue que tu nous mets l'eau à la bouche avec la description de ton prochain album. Concernant l'esthétique, ce deuxième disque ressemble à une version éclatée de la personne que je suis aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, c'est hétérogène. Des choses que j'ai ressenties et vécues ces dernières années, le deuil, l'amour, le sentiment d'injustice, la colère, l'envie de révolte. Alors tout ça, moi, me parle. Oui. Le deuil, injustice, colère, révolte, etc. Donc 2 questions. Quelle est, toi, personnellement, Natacha, la première ou la plus marquante injustice que tu aies vécue ou à laquelle tu as assisté et qui t'est éveillée à la radicalisation? Oui, les mots sont lancés, radicalisation. Tu te radicalises à vue d'œil? Ouais. Oui, oui. Quel est un événement? Je pense qu'il y a eu une lecture, enfin voilà, c'était Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne, et qui pour le coup, pour moi, a été un peu un condensé de tout ce que je savais déjà un petit peu avant, mais de manière de manière indirecte, un peu, on reçoit des infos sans vraiment les enregistrer, on y est exposé, entre guillemets, enfin voilà, on a des signaux, en fait, qui sont tout autour de nous, dans l'environnement, enfin, il y a des choses, voilà, des articles sur les abeilles qui meurent, il y avait plein, en fait, de ces infos-là que je disais, et en fait, ce livre-là, cette lecture-là, elle a permis, en fait, de tout rassembler, en fait. C'est un condensé de tout. Voilà, et en fait, après la lecture de ce livre-là, j'ai ressenti une très grande tristesse. Enfin, je pense que c'était vraiment, c'est le mot. Enfin, ça m'a pris des mois, je pense. Enfin, encore aujourd'hui, je dis des mois, mais bon, des mois, c'était juste, voilà, de vraiment, en fait, ne même pas avoir le goût, vraiment, entre guillemets, à se battre pour quoi que ce soit, parce que j'étais juste dans la digestion, entre guillemets, de l'événement. C'est un des problèmes que je reproche à la collapsologie. C'est aussi de nous accabler d'informations de deuil. Ouais. Mais la révolte, alors? Eh ben, la révolte, je pense qu'elle se construit après. Après, effectivement, peut-être il faut pas. Enfin, il y a d'autres. Il faut s'appuyer sur d'autres choses que les livres sur la collapsologie pour la créer. Avoir un cercle de personnes avec qui en parler, et on pourra peut-être revenir là-dessus, mais c'était important, en fait, aussi de lire ce livre avec d'autres personnes et de pouvoir, en fait, partager en fait, les ressentis. Et en fait, le fait de le lire aussi à plusieurs, ça permet de se poser la question collectivement. Ok, donc on en est là, qu'est-ce que ça nous fait, et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de faire après? Et pour moi, c'est vrai que, je sais pas, il n'y a pas forcément une lecture qui m'a encouragée à me dire, ok, j'ai envie de me révolter. C'est plutôt toutes les informations auxquelles j'ai été exposée qui, en fait, à un moment, me dégoûtent, en fait. Ça me dégoûte de voir... de voir la société dans laquelle on vit, et puis de voir, en fait, à quel point on fonce droit dans le mur, et que surtout que les personnes qui pourraient avoir un impact là-dessus attendent que le train fonce dans le mur. Il n'y a pas de volonté de le retenir, parce qu'on est dans une logique capitaliste où on accumule, et que ça ne s'arrêtera que quand le système s'effondrera par lui-même.
j'imagine. Enfin, si on Donc reste sur cette... C'est ça qui Voilà. te met en colère, en fait, dans le discours collapsologie, c'est de se dire que les puissants sont au courant, mais ne font rien ou ne peuvent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent. Ils ne peuvent rien faire, non. Bah, si vraiment tout le monde s'accordait d'un même accord de changer les choses, oui, on pourrait sûrement... Je dis pas qu'on pourrait faire des miracles, mais en tout cas, on pourrait en tout cas changer... au moins juste changer la situation, c'est ça. Enfin, pas de résoudre le conflit, mais en tout cas de le transformer, en fait. Enfin, et là, c'est vrai qu'actuellement... Enfin, moi, il y a... Ça, c'était la première forme, en tout cas, d'injustice réelle. Après, j'ai aussi... je le vois aussi dans le métier que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui est prof. Et l'injustice, je l'ai vécue socialement aussi, en la voyant chez les élèves. On n'est pas dans l'égalité des chances du tout. Et pour moi, en tout cas, je veux dire, une société, un gouvernement, si gouvernement il y a, doit... Attention à ce que tu dis ici. Hein. Oui, c'est pour ça que je mets des pincettes. Mais se doit en fait au moins souhaiter d'avoir l'égalité de tous. Et en ce moment, dans l'éducation nationale, c'est clair, ça, c'est pas la priorité. Mais est-ce que ça l'a jamais été réellement, l'école de... J'ai pas vécu assez longtemps pour... Non, mais vraiment, après, je pense qu'on est tous animés en tant que prof en fait, évidemment, bien sûr. Et parce qu'on a notre petite personne, notre individu qui est plein d'espoir et qui aspire à faire... en fait, juste à transmettre des choses. Et c'est pas forcément transmettre un savoir, c'est transmettre... un appétit, un appétit d'apprendre, une curiosité... du jeu, enfin voilà, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais il y a un moment aussi où le système où on est confronté au système. C'est ça, il y a des merveilleuses personnes, profs, mais il y a des choses qu'elles peuvent pas faire du fait du système dans lequel on est. Et des personnes qui s'épuisent et qui se brûlent les ailes parfois. Enfin, moi, c'est ça qui est quand même assez... voilà, c'est assez triste vu de l'intérieur en tout cas. Ouais. Et une deuxième question, si je te dis salope. Oh, bah dis donc. Alors peut-être on va préciser l'écriture de salope, hein, S-A-L-O-P. Écriture inclusive. Ah oui, c'est salope inclusive. Non, mais je précise... Salope épicène. Je précise pour ces auditeurs qui ne peuvent pas savoir. Eh ben, salope, alors c'est un titre qui sera sur le prochain album et dont on va faire le clip à la rentrée, en octobre, novembre, par là, qui sortira sûrement un petit peu plus tard. Et alors, par où commencer pour parler de salope ? Le nom est... Voilà, pour moi, tu vois, on parlait de résistance. Pour moi, je pense que c'est un des morceaux où, en fait, je me suis dit, OK, tu fais un morceau qui s'appelle Salope, tu répètes beaucoup de fois le mot salope dans ta chanson, et ça en fait partie de ce morceau. Et je me dis, ça, c'est un premier acte de résistance, vraiment, parce que c'est un morceau qui va ne pas passer partout, c'est sûr. C'est un morceau qui va aussi, je pense, créer de la colère chez des gens aussi. Et je m'attends de la colère de personnes vraiment, forcément, avec des opinions très différentes. Le fait de répéter le mot salope, ouais. Mais est-ce que c'est pas cette colère-là que subissent les femmes quand on leur répète Bien sûr, ouais. Ouais, mais moi, de toute façon, ce mot, il est né, cette chanson est née de ça, de la colère de l'entendre. C'est un mot, moi, répéter ce mot à outrance, j'ai la volonté, en fait, que ce mot, il appartienne plus, non plus uniquement à ces personnes-là qui se permettent de crier ça, en fait, ou alors de le dire dans la rue, ou alors même de juger une femme, quelle qu'elle soit, juste en balançant ce mot-là. J'ai pas envie que ce mot, ce soit seulement ça. Et en fait, c'est un moment, c'est le répéter pour aussi lui faire changer de sens. Moi, il y a des mots, je sais pas, quand ça nous est arrivé à tous, à force de répéter un mot, on se dit, tiens, c'est étrange ce mot. Et pourquoi et d'où il vient, et qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire. J'ai envie de créer, en fait, cette réflexion. Mmh. Au bout d'un moment, c'est marrant, si on répète plusieurs fois le même mot, il a plus aucun sens. Est-ce que ce serait donc
une des façons de se battre contre la classe des hommes qui met les femmes dans une case? Ça peut, mais c'est pas que contre les hommes. Enfin, parce que il y a deux versants à ça quand même aussi. Étant donné, enfin, on est clairement donc dans ce qu'on hérite, la manière dont le mot salope est prononcé aujourd'hui est un produit, enfin, une conséquence de la société patriarcale dont on est, mais qui est vraiment, beaucoup plus pernicieuse que ça, dans le sens où en fait des femmes se retrouvent elles-mêmes à utiliser ce mot à l'encontre des unes des autres. Comment, en tant que femme, on peut en une seconde perdre notre humanité parce que on nous réduit à ce mot-là. À chaque fois, on se sent déshumanisé. C'est un message qui est complexe et qui, même dans l'écriture du morceau, en fait, a demandé beaucoup. J'ai repris beaucoup de fois le texte en fait parce que à la base c'était né de en fait une pub que j'avais vue dans la rue où il y avait une Barbie qui était sur un poster et donc qui était à poil et qui donc avait un bandeau au niveau de la poitrine qui disait à poil les prix. Et donc ça, c'était c'était vraiment l'élément déclencheur de cette chanson. Je suis rentrée, j'ai écrit un texte qui faisait des pages et des pages, et puis ça parlait d'une Barbie, et puis à un moment, je me suis retrouvée moi-même à faire dans mon texte, mais j'ai pas envie de faire du slut shaming non plus. Enfin, tu vois, j'étais là, ça parlait des Barbies, je fais mais ça parle pas des Barbies du tout ce texte. Enfin, c'est pas ça le trip non plus. Et un peu après, il y a eu l'affaire Weinstein et j'ai eu à nouveau envie d'écrire, et c'est à ce moment-là en fait où j'ai réussi à trouver des mots plus justes, je pense, par rapport à ce que j'avais envie de dire. On s'en fout d'être blonde ou d'être une Barbie en fait. C'est juste la manière dont on nous projette dans le statut de poupée en fait, et qui réfléchit pas, qui a pas de sentiments. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est promotion en vitrine, à poil les petits prix, les dents blanches de Barbie te donnent envie de jouir de cette chance inouïe. Et puis quand tu l'as saisie, une petite voix te dit salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, lop. Elle fait des exercices, un corps galbé dynamique. Tout le monde veut sa peau de mannequin au teint blanco. Si c'est elle qui monte sa cuisse, c'est bien elle qui pousse au vice. On sait bien que quand t'es nu, t'as plus le droit d'être pudique. Salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 lop, 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 salope, 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 salope. Barbie se sent mal aimée, les mecs qu'elle a essayé, même si elle a fait maths sup, ils la prennent tous pour une cruche. Et puis ses longs cheveux blonds, ils attirent l'attention, la nature l'a ainsi faite il y a sûrement
quelle que soit on va dire la réaction des gens face à ce morceau, je prendrai le temps de l'expliquer en fait à chaque fois. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est peut-être balancer une bombe et puis voir ce qui se passe en fait. Et puis après, s'il y a besoin d'en parler, justement, ça fait l'occasion en fait aussi d'en parler. En parlant de lancer une bombe. Oui. Alors tu te demandes dans une chanson, si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr puisque je suis pas très fort en anglais. Tu te demandes s'il y avait une possibilité de vivre comme des sauvages, c'est-à-dire sages, humbles, plus humbles que maintenant, et que nous pouvons, si nous en avons le courage, empêcher la destruction du vivant, réunir nos forces et renverser l'État. Alors perso, j'aime bien les sauvages, quand ils et elles sont anarchistes même sans le savoir. Et je sais pas si j'ai bien compris ce que tu avais dit ou si j'ai compris ce que j'avais envie de comprendre. En tout cas, j'aime bien. Et si c'est pas ce que tu voulais dire, trop tard. C'est un peu le but de cette émission, faire dire des trucs anarchistes aux gens. Écoute, je ne m'oppose pas. Alors, tu chantes nous les humains et humaines et sur le mur auquel on fait face et sur les fissures dans le mur. Alors Natacha, c'est quoi ce mur? C'est quoi ces fissures? Serais-tu une fissure et voudrais-tu l'être? Alors, est-ce que tu peux me rappeler à quel endroit de la chanson c'est? Parce qu'alors là, je ne vois pas les... Non, j'ai vu que tu avais dit ça quelque part. Non, je l'ai pas. Non, vraiment, je suis sérieux, je l'ai pas inventé. Ok, d'accord. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Ok, bon, écoute... C'est pas un piège. Ouais, non, mais attends, en fait, j'essaie juste de me remémorer, parce que tu parles de Dead Man's Tale, là. Ouais. Le mur est l'équilibre qu'on s'est créé, à ce jour, dans nos sociétés, je précise que, occidentales, mais, aisées, on va dire. Et que tout cet équilibre-là, en fait, ne tient à pas grand-chose. C'est ça aussi, je pense, qu'on a tendance à oublier, c'est que, étant donné qu'on est interconnectés par le commerce, par l'économie aussi, les uns aux autres, tout ça, pour moi, c'est un mur très solide, parce qu'il y a aussi des personnes qui travaillent activement à vouloir, à renforcer ce mur et à ne pas qu'il s'effondre. Oui. Et d'autres à créer des fissures. Et d'autres à créer des fissures. Et pour moi, créer des fissures, c'est la première étape, en tout cas nécessaire. Après, comment créer des fissures? Je pense qu'on peut être très imaginatif et qu'il y a plein de manières différentes d'initier ça. Je suis pas... on en parlait tout à l'heure, mais l'initiative individuelle, oui. En complément avec des initiatives collectives et ainsi de suite. Voilà, je pense pas s'empêcher d'être créatif. Et moi, par exemple, je sais pas, je me dis, est-ce que, humblement, est-ce que moi, faire de la musique, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment permettre de créer une fissure quelconque? Je me demande quel est le sens. On est face à une urgence réelle et moi, je suis en train de préparer un deuxième disque. Bon, est-ce que ça fait sens, vraiment? Une partie de moi dit non, mais il y a une autre partie de moi, et c'est celle aussi qui me pousse, en fait, en tout cas, à faire de la musique à plein temps, c'est oui. Oui, ça sert parce que, en fait, tu fais passer un message et tu crées des espaces de parole. Et la parole, l'échange, relier les gens et même recréer du contact entre les gens. On est trop habitué, je trouve, à se sentir intimidé, en fait, aussi quand on est face à des questions complexes, que ce soit, mais ça peut être le sexisme, ça peut être l'écologie, qu'est-ce que c'est avoir un comportement écologique, ça peut être la remise en question de notre confort de tous les jours. Tout peut être sujet à discussion, et je trouve ça très important, en fait, d'avoir des déclencheurs de discussion et d'être garant. En fait, moi, en tout cas, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, c'est d'essayer, en tout cas, à tout prix, d'avoir des discussions et pas des débats. Parce que je pense que toutes les craintes que peuvent soulever un texte, une parole, sont légitimes, même si je ne suis pas d'accord avec la personne, et que justement, c'est important aussi de
de s'entendre, en fait, pour mieux comprendre en fait, l'humain. Oui, je suis d'accord en partie. Alors, je pense que c'est pas tout qui est bon à prendre. Bon, là, le but du podcast, c'est de faire entendre surtout des idées de résistance, c'est-à-dire qui s'opposent frontalement à des systèmes d'oppression et qui veulent concrètement les démanteler et pas les justifier. Je pense qu'on a ceux qui veulent justifier la domination, ils ont qu'à s'exprimer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas ce que tu fais. Ça me fait penser à un article que tu dis, que j'ai noté. Alors, est-ce que tu veux le lire ou tu veux que je le lise ? C'est ça. Ça s'appelle « Artiste, affûte ton arme » de Stephanie Macmillan. C'est jusqu'ici. Ensuite, je te poserai une question, si tu veux le lire. Là ouais. Si nous vivions en temps de paix et d'harmonie, alors créer des œuvres échappatoires et stimulant la sérotonine, de doux amusements ne serait pas un crime. Si tout allait bien, un tel art pourrait agrémenter notre existence heureuse. Il n'y a rien de mauvais dans le plaisir ou l'art décoratif. Mais à notre époque, pour un artiste, ne pas se consacrer ses talents et ses énergies à la création d'armes de résistance culturelle est une trahison de la plus haute magnitude, un signe de mépris envers la vie elle-même. C'est impardonnable. La fondation de toute culture est son système économique sous-jacent. Aujourd'hui, l'art est contraint de se conformer aux demandes du capitalisme industriel afin de refléter et de renforcer les intérêts de ceux au pouvoir. Cet art servile envers le système est inexorablement fade, vicieusement apaisant, dangereusement sûr. Il nous séduit afin que nous désirions, que nous achetions, que nous utilisions, que nous consommions. Il nous divertit et nous fait glousser, nous berce d'une fausse joie tandis qu'il atrophie lentement nos cerveaux à travers nos globes oculaires. Le système exerce une pression immense afin de créer de l'art qui soit non seulement apolitique, mais aussi antipolitique. L'art politique est vigoureusement snobé, ignoré, noyé dans l'obscurité, effacé. Et s'il est trop important pour être effacé, il est alors bafoué, accusé d'être déprimant, trop triste, moralisateur, impoli et « au fait, votre style de dessin est nul ». D'ailleurs, vous ne pouvez pas gagner votre vie si votre travail n'est pas vide de sens, cynique et par conséquent commercialement viable. Allez donc mourir de faim sous un pont avec vos précieux principes. On nous enseigne qu'il est impoli de jurer, d'être moraliste, qu'affirmer un point de vue viole l'esprit pur, transcendantal. Ne pas prendre position signifie soutenir et assister les exploiteurs et les meurtriers. Ne soyons ni les outils, ni les bouffons du système. Les artistes ne sont ni des poltrons, ni des mauviettes, nous sommes des résistants. Nous prenons position. Nous ripostons. Les artistes et les écrivains ont comme fière tradition d'être en première ligne de la résistance, de provoquer des émotions et d'inciter à l'action. Nous devons aujourd'hui créer une déferlante d'œuvres moralistes, obstinées, effrontées et partisanes dans la tradition des artistes anti-nazis. La planète a désespérément besoin d'un art politique, combatif et significatif. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de créer une culture de résistance féroce, intransigeante et agressive. Notre art devrait exposer et dénoncer les maux, soutenir et conforter les activistes et les révolutionnaires, célébrer et contribuer à l'avènement de la libération de cette planète du joug de l'État, du joug de la civilisation techno-industrielle. Du coup, Natacha, merci d'avoir lu. Comment ce texte fait-il appel à tes propres expériences, envie, colère, etc. Tu m'as dit que tu trouvais parfois un peu futile de faire un album dans un monde qui s'effondre, en partie seulement. Or, il ne s'effondrera pas tout seul. Ou alors, s'il le fait comme ça, ce sera dans les pires conditions. Quel rôle as-tu dans tout ça ? Quel rôle voudrais-tu avoir en tant qu'artiste ? Comment affûtes-tu ton arme ? Comment résistes-tu ? Comment serais-tu plus offensive ? Eh ben, ce texte, il résonne assez fort, à vrai dire. C'est drôle de le sortir à ce moment-là, parce que je me suis rendu compte en le lisant que, et j'y ai aussi un petit peu réfléchi avant de venir à l'interview, mais que la manière dont ma perception du chant engagé a beaucoup évolué sur ces 5-6 dernières années. Moi, quand j'étais plus jeune, alors j'écoutais Trio, c'était la musique qui était engagée et que
et dont, après le lycée, où je me suis dit, oui, en même temps, bon, ça va, quoi, passons à autre chose. Et je pensais qu'en fait, c'était dû à la maturité, parce qu'on prend ça pour de la maturité, entre guillemets. Je me rends compte aussi rétrospectivement que c'est aussi parce que j'imagine qu'il y a... en fait, tout ce que dit le texte, de décrédibiliser, entre guillemets, les chants engagés, oui, dire justement, je me suis vraiment reconnue dans le « oui, c'est trop triste, trop déprimant ». Oui. Oui, on te le dit. Oui. Tu te l'es dit toi-même, c'est ça? Tu te l'es dit. Je me suis pas dit à moi-même, ouais. mais en tout cas, ce que j'ai ressenti des fois au cours de ma carrière de musicienne, en tout cas, que il y a des moments, c'est oui, la musique, ta musique est très mélancolique. Et donc, on ne peut pas l'écouter tout le temps. Et je trouve, d'autant plus aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de musique triste, en fait. J'écoute pas souvent la radio, ça arrive des fois, mais j'entends pas de musique triste. Bah oui, en fait. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Et pourtant, je pense que c'est les musiques qui, en fait, effectivement, parlent de choses sensibles et qui peuvent être dérangeantes, qui, en fait, sont celles qui nous touchent le plus. Mais par contre, ça veut dire aussi accepter volontairement de se mettre dans un état de tristesse et de mélancolie. Qui, pour moi, en fait, est je pense, une étape... Pour moi, être dans un état de tristesse et de mélancolie, ça m'a rendue aussi forte que je le suis aujourd'hui, pour pouvoir, en fait, traverser des deuils, pour pouvoir au moins pouvoir avoir un aspect positif des difficultés auxquelles j'ai été confrontée. Et je pense que pendant longtemps, alors après, j'ai aussi associé les chants engagés à, alors ce qu'on appelle, ça va être un peu réducteur de dire ça, mais je m'excuse à l'avance, de la chanson française. La chanson française, pas dans le sens de la chanson en français, mais de la chanson guitare, voix, un peu, chanson tradie plus ou moins. Et que, étant donné que c'était un style de musique qui ne me parlait pas particulièrement. Oui, je comprends, j'ai le même ressentiment que toi. Ouais. C'est pas très intéressant, mais finalement, c'est l'esthétique qui nous a un peu fermés, et renfermés sur nous-mêmes. Oui, oui, c'est ça. Et donc pendant longtemps, c'était « Ah, mais non, mais ça, il faut faire de la chanson française pour faire des chants engagés. » Et la deuxième chose aussi, et ça, mais je pense que c'est vraiment propre à mon rapport personnel à la musique, c'est que pour moi, de dénoncer et d'être trop explicite, de dire je sais pas, ça va mal, la société de consommation vient à bout de nous. Voilà, pour moi, ça fait pas rêver dans le sens, et c'est pas, je veux pas forcément que les gens rêvent, mais j'aime que les gens puissent avoir la possibilité d'interpréter eux-mêmes le sens du texte. Ouais. Même si, effectivement, que de comprendre où je veux en venir, c'est important. Mais je trouve aussi, dans certains textes, il y a quand même un vrai plaisir, en fait, de justement, comme je disais tout à l'heure, de lancer des pistes de réflexion, et puis les gens en font bien ce qu'ils veulent. Et c'est ça, je trouve, qui, moi, en tout cas, en tant qu'auditrice, ce que j'aime dans les textes, c'est de pouvoir me créer ma propre histoire, en fait. Alors, j'ai pensé aussi, comme toi, pendant un moment, hein, même si je me suis pas empêché de faire des chansons mélancoliques, et toi non plus, mais par contre, engagé, oui, Après, voilà, je m'engueule avec plein d'artistes, et d'ailleurs, je vais les faire venir ici un par un pour qu'on en discute, pour qu'on mette ça au clair. En fait, il y a plein de personnes qui me disent « Oui, c'est vrai, je comprends, mais moi, tu comprends, moi, je peux faire que de la musique, je suis là pour distraire les gens. Moi, j'arriverai pas à faire un truc engagé parce que ça gâcherait mon œuvre. » Et en fait, si tu le fais mal, ça va gâcher ton œuvre et ce sera moche. Mais en fait, ton boulot, c'est de faire ça bien. Et il y a plein d'œuvres historiques, même Picasso. On peut prendre n'importe qui, des belles œuvres, des choses absolument, des œuvres fondatrices qui sont engagées, qui ont un message politique très fort. C'est pas incompatible, c'est juste que vous n'avez pas fait l'effort. Et c'est votre boulot d'artiste, en fait, d'arriver à faire l'effort de mélanger les deux. Esthétique, sens, que ce soit beau et qu'en même temps que ce soit plus des putains de bouffons ou de bouffonnes.
Ouais, mais c'est marrant cette notion d'effort, parce qu'effectivement, je trouve que pour arriver à la justesse de ce qu'on a envie de dire, après, ça peut vraiment varier énormément. Bien sûr, il y a des gens qui vont poser un texte et puis la musique, et puis ça va être juste directement. Mais en fait, moi, plus souvent d'ailleurs, l'inverse, c'est d'écrire un texte sur plusieurs mois. J'écris une partie, 2 mois plus tard, j'écris une autre partie, puis après, j'essaie de les assembler, ça marche pas, la musique, je l'écris, elle me plaît pas, je la refais. Et effectivement, ça demande de l'effort dans le sens où... et ça demande en fait aussi de se poser soi-même à table et de dire « Ok, c'est quoi que j'ai envie de dire ?» Et après, la deuxième chose, moi, qui me vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est... Je me dis, mais est-ce que c'est des gens qui ont peur qu'on leur reproche leur engagement politique et qui se sentiraient pas de défendre, entre guillemets, la vision qu'ils partagent? Est-ce qu'ils ont peur de déranger? Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur tienne rigueur? Enfin, de faire de l'art dérangeant. Tant mieux. Et la politique, c'est de changer d'avis, c'est de se confronter à d'autres idées, après de revenir. Enfin voilà, c'est pas grave ça. Mais je suis d'accord. Mais je pense que, effectivement, comme on a peu de musique on encourage peu la musique qui rend mélancolique, on encourage aussi peu la musique qui dérange. Ouais. Alors j'avais un autre texte, mais je vais pas le lire parce que c'est pas venu dans la discussion. D'accord. Mais c'était de dire d'accord, je comprends Lorenzo, je comprends Natacha, résister tout ça, mais enfin faut prendre aussi du temps pour nous, pour apprécier les belles choses. Et tout ça c'est vrai. Et en fait l'idée n'est pas de dire il faut faire que ça. Sauf que le problème, c'est que toutes ces belles choses, faire des randonnées, aller à la plage, faire tout ça, y a une chose que je sais, c'est que ce ne sera pas possible sur une planète morte. Et donc, en fait, ne pas prendre ça en compte dans notre vie et dans nos activités, dans ce qu'on fait tous les jours, pour moi, c'est juste totalement à côté de la plaque. Maintenant, il faut effectivement prendre du temps pour soi. Moi, j'avoue que ces derniers jours, je fais que ça. C'est très fatigant, mais j'essaye de ne pas faire un burn-out parce que ça arrive. Et le problème de ça, c'est qu'effectivement, moi j'aimerais bien prendre du temps pour moi et tout ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Et si on était un peu plus à le faire, alors à ce moment-là, ceux qui le font à fond en ce moment pourraient prendre un peu plus de répit. Mais vu qu'on n'est pas assez, pour l'instant, on se donne à fond. Rejoignez-nous et ça ira mieux. Oui, on pourra se partager plus le travail. Exactement. Et en même temps, enfin voilà, comme tu dis, on sert pas à grand chose non plus si on est en burn-out. Donc en fait, c'est pas. Venez nous aider. Ça veut dire. C'est pas notre faute. Non, mais bien sûr, ouais. Mais je me dis, il y a un juste milieu en fait. Oui, de dire je suis allée. Enfin bon, moi après, je suis un peu. C'est ma manière de voir aussi. Hein. Je suis un peu à la dure avec moi-même aussi des fois. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a des moments où je me dis, bon, écoute, c'est pas le moment. Tu prendras des vacances plus tard. Voilà, ouais. Mais par contre, effectivement, ça veut dire aussi des fois, même si ça veut juste dire en fait être assez à l'écoute de soi-même et dire ok, là en fait je me donne l'impression que je suis en train de faire quelque chose de concret et d'utile, mais en fait j'arrive plus à réfléchir et je me force à rester en fait là assis à mon bureau en essayant de produire un truc, mais en fait ça sert à rien. Donc faut aussi ça c'est plutôt sur du court terme en fait, juste être à l'écoute de ce que physiquement en fait on peut faire. C'est sûr, je parlais vraiment de la bonne balance, le bon dosage entre activisme et puis des moments pour soi, pour vivre, pour apprécier le monde, et puis même lire des trucs rigolos, regarder des conneries. Ouais, on va pas faire du jugement moraux là-dessus, mais par contre, il faut se bouger là. Hein. Il n'y a plus beaucoup de temps. Ouais. Quelques actualités. Oui. Pas les tiennes. Non. Je te dis tout ça à la suite. Oui. 6 mai 2019, sur CNews, avec Pascal Praud qui se moque du changement climatique car il fait froid en mai. Une militante écologiste, pourtant citoyenniste, pas franchement radicale, se fait mépriser et insulter face à des climato-négationnistes qui se posent encore la question s'il y a un dérèglement climatique, oui ou non, dans le monde. 7 juin 2019, Londres. Un couple de lesbiennes est attaqué par 4 jeunes hommes. Elles sont frappées et se retrouvent couvertes de sang dans un bus, car elles ont refusé de s'embrasser devant les garçons. 29 juin 2019, Paris. Plusieurs dizaines de personnes occupent pacifiquement le pont Sully pour supplier le gouvernement d'agir face à la catastrophe écologiste. La réponse de l'État, comme tu disais, le monde ne tient plus à grand chose, il tient à sa police. Réponse de l'État, police, violence,
armes chimiques, répression, jets de gaz lacrymogène sur les personnes à terre, non violentes. 18 juin 2019, par Assa Traoré. Il y a maintenant 3 ans qu'Adama Traoré a été tué par les gendarmes. Ces gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen et la famille redoute un non-lieu. Selon Mediapart, le ministre de la violence policière, c'est comme ça que je l'appelle, a remis 9000 médailles aux policiers qui ont réprimé le mouvement des Gilets jaunes. Et aussi à Grégoire Chassin, commissaire divisionnaire à Nantes, qui a donné l'ordre de disperser la foule, entraînant la chute, entre autres, de Steve, dont le corps a été retrouvé le 29 juillet. Chaque jour, des nouvelles images de violences policières. Parfois sur des personnes âgées, handicapées, parfois des morts, mortes, dans un système qui ne tient plus que grâce à ces CRS, ces Bakeux, ces Benalla. Natacha, quelles émotions ça suscite chez toi? Et quel est le meilleur moyen pour toi de les exprimer? Par les mots? Par la musique? Par le Black Bloc? Par la résistance organisée? Ou un peu par tout ça à la fois? Beaucoup de colère, là. Non, mais en plus, c'est tous des événements que j'ai suivis. Et en fait, le même sentiment à chaque fois, c'est la colère. Et je pense que oui, ça sera tout un petit peu à la fois. Et pour l'instant, c'est la musique, mais clairement, ça me semble insuffisant, en fait. Pour moi, c'est un outil qu'on pourra utiliser parmi d'autres. Mais par contre, si je suis engagée en tant qu'artiste, c'est aussi important que je sois engagée en tant qu'humaine. Et alors, à savoir encore comment, je pense qu'il faut, il faut trouver en fait un intermédiaire dans lequel on puisse aussi se sentir assez à l'aise pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on se rapproche de groupes militants, aussi trouver un groupe dans lequel on se sente à même d'exister et dans lequel en fait on puisse aussi vraiment aider et contribuer. Et pour aussi, comme tu le disais dans ton dernier podcast, avoir des petites victoires qui, je pense, sont aussi importantes pour nous individuellement, mais qui sont aussi, qui ont vraiment beaucoup de sens aussi pour même un petit groupe de personnes qui ensuite pourra aussi éventuellement avoir un impact plus large. En faisant partie d'un mouvement plus général. Ouais. On arrive à la fin, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais merci pour cette interview. Merci à toi, c'était plus une discussion. C'est vrai. Une discussion qui touche à sa fin, mais partez pas, chères auditrices et auditeurs. Natacha, merci encore. Merci d'être confiée, d'avoir discuté avec sur le cœur. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager si vous a plu. Et dites-nous si vous voudriez qu'on reçoive plus d'artistes ici. Moi, c'était vraiment avec plaisir. Natacha, vous pouvez retrouver Tashka sur les réseaux internet. Donc Facebook Tashka, Instagram Tashka à 4. Voilà. Tashka à l'envers. Bandcamp aussi. De toute façon, on met tous les liens dans l'article et dans le podcast. Tes prochaines actualités, c'est avec ton groupe Chop Chop à Belleville-sur-Saône le 14 septembre. Tu joues aussi avec Tashka le 20 septembre à Mélan, c'est en Isère. Le 28 novembre à la Bobine de Grenoble. J'ai tout bon? Tout à fait. Et l'album est prévu pour début 2020. Oui. Et il y aura un clip qui sortira, le clip de Salope, qui sortira a priori tout début 2020. Et on a hâte de voir le clip de Salope. Il se trouve qu'on a des micros. Ah. Et que tu es ici. Et que tu chantes, donc on va en profiter. Pourquoi ne pas terminer le podcast en musique? Est-ce que tu voudrais nous interpréter une chanson? Oui, Dead Man's Tale. Merci beaucoup. To find again our inner child, wiser, more humble than we are now, too focused on spending time with
credit card's fee. Ring to spill the beans when everyone knows it's a matter of time before we can't grow old anymore. I hear something else than a dead man still. Have we forgotten our strength, that we can tear apart the state? If that's our wish,